Chers auditeurs, bonjour, je me présente, je suis Sam. Oui, je sais, vous allez dire encore une voix issue de l'intelligence artificielle. C'est pas faux. Le JC, il estime que sa voix ne colle pas, donc, au placard, le JC. Mike étant, lui aussi, au placard, c'est à mon tour de jouer. Dites-nous en commentaire qui vous préférez. Et maintenant, place à l'épisode. Introduction. Quand le noir se fait velours. Tu sais, il y a des films qui te tombent dessus sans prévenir, comme une gifle sortie du passé, et qui laissent leur marque. Murder, My Sweet ou Adieu, ma belle en version française, c'est de cette trempe-là. Un polar de 1944, signé Edward Dmytryk, tiré d'un bouquin de Raymond Chandler, Farewell, My Lovely. Au passage, petite précision. Le titre original du film, c'est Murder, My Sweet. Ils ont évité de l'appeler comme le roman, Farewell, My Lovely, parce que Powell, à l'époque, était encore vu comme un chanteur de comédie musicale à l'eau de rose, et tu comprends bien qu'avec un titre pareil, les gens auraient cru qu'on allait avoir des chansons au clair de lune. Du coup, le studio a préféré un titre plus sec, plus polar, histoire de couper court aux malentendus. En France, on est resté fidèle au roman. Adieu ma belle. Et quelque part, c'est pas plus mal. Mais le roman, on en causera plus tard. Promis. Aujourd'hui, c'est le film qu'on passe à la loupe. Et quel film? T'imagines Dick Powell, l'ex-crooner de comédies musicales à paillettes? Il remballe le costard à rayures et sort le trench râpé du privé qui en a vu d'autres. Philippe Marlowe. Claire Trevor, elle joue les veuves noires, avec le regard qui tue. Mike Mazurki, lui, c'est le colosse tendre, au cerveau embué, et la caméra, la caméra, elle plonge dans les ombres comme un flic dans ses doutes. C'est pas juste un film noir, non. C'est carrément le mode d'emploi du genre. Le noir brut, sans vernis. Et c'est là que notre balade commence. Résumé de l'histoire. Un colosse en manque, un privé dans le noir, et des vérités qui suintent par les fissures. Comme souvent dans les bonnes vieilles histoires de détectives, ça démarre avec un client louche et une mission en apparence simple. Sauf que là, le client, c'est pas un petit nerveux en costume rayé. C'est Moose Malloy, 2 mètres de muscles et de peine de cœur, une voix de môme perdu et des yeux qui cherchent quelque chose que même les pages jaunes n'osent plus afficher. Moose, il veut retrouver sa douce Velma, une chanteuse de cabaret qu'il n'a pas revue depuis qu'il a pris de la tôle pour elle. Marlowe, le privé, se dit que ça va lui prendre une après-midi, 2 clopes et un peu d'essence. Erreur, camarade, parce que l'enquête, elle te sort pas une ficelle, elle te déroule une pelote pleine de nœuds, de sang séché et de gens qui causent pour mieux t'embrouiller. Le bar où bossait Velma, disparu. Le quartier, méconnaissable. Les témoins, morts, envolés ou mythomanes. Et Moose, sous ses airs de nounours paumé, cogne comme une enclume. Premier indice, un mur. Deuxième, un cadavre. Et ça, c'est que le début, parce qu'un autre client débarque, Mariotte, un type précieux maniéré louche comme une poignée de main moite. Il veut qu'on l'accompagne pour livrer une rançon, histoire de récupérer un collier de jade piqué à une riche veuve. Encore une mission qui sent le cou tordu à plein nez. Et ça loupe pas, embuscade, tabassage. Et Marlowe qui se réveille à moitié sonné, plus perdu qu'un hibou en plein jour. Les personnages se bousculent. Anne Grail, l'héritière qui cache bien son jeu. Helen Grail, la belle-mère, glaciale et sublime, autant fatale que vénéneuse. Un vieux collectionneur de tableaux, droit en façade, mais qui trempe dans la crasse. Un psy plus fumeux que fiable, un sanatorium où les secrets roupillent derrière des rideaux blancs, et partout, une ambiance poisseuse qui colle aux semelles. Peu à peu, les 2 affaires, celle de Velma et du collier, s'entrelacent. Plus Marlowe creuse, plus le sol se dérobe. Ici, rien n'est droit, personne n'est net, surtout pas les femmes, surtout pas les riches. L'histoire, c'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Et Marlowe,
Il descend, étage par étage. Vers quoi? Une vérité, une trahison? Ou juste un autre mur, encore plus dur? Adieu ma belle, c'est pas une enquête classique. C'est une plongée, une marche dans la brume, dans les fissures du genre humain. Et Marlowe, c'est pas un super-héros, c'est un mec cabossé, qui doute, qui tombe, qui se relève, et qui, malgré tout, continue à chercher, parce qu'il n'a que ça pour tenir debout. L'histoire, entre dédales narratifs et miroirs brisés. Sur le papier, l'histoire d'adieu, ma belle pourrait tenir sur un ticket de vestiaire. Un type sort de tôle, cherche son amour perdu, embauche un privé, et les emmerdes commencent. Classique, non? Oui, mais non, parce que justement, ce film, c'est tout sauf classique. Ce qui fait sa force, c'est ce foutu labyrinthe. Chaque piste en ouvre une autre. Chaque indice est un miroir qui te renvoie un mensonge avec le sourire. À la base, t'as deux intrigues. Moose Malloy qui cherche Velma et ce collet à Jade à rendre pour Mariotte. Deux histoires qui, au premier abord, n'ont rien à voir. Mais Chandler et le film avec lui tissent une toile où tout finit par se rejoindre. Dans le roman, c'est progressif. Dans le film, c'est resserré, plus fluide, plus cinéma. Et pourtant, ça reste un sacré foutoir volontaire, là où le faucon maltais déroulait une enquête bien propre, bien droite à Dieu. Ma belle t'embarque dans le flou. Tu crois avoir pigé? Tu dérapes. Tu crois tenir un fil? C'est un nœud, et c'est voulu. C'est ça, la marque du film. Ce vertige, cette sensation d'être toujours à une syllabe de la vérité ou de l'arnaque. Et pour t'achever, il y a la voix off. Marlowe, assis dans le noir, les yeux bandés, qui raconte tout ça aux flics. Dès le départ, on te dit « Mon gars, t'auras pas la vérité, t'auras ma version, biaisée, tordue, saignée par les baffes et la came, et t'en feras ce que tu veux. C'est pas un récit objectif que tu regardes, c'est une mémoire cabossée, une mémoire de privé qui a plus de bleu que de certitude. Et c'est ce qui rend ce film si moderne au fond. Parce qu'ici, l'enquête, c'est juste un prétexte. Ce qu'on suit, c'est un homme paumé dans un monde qui ment. Un monde où la justice boite, où la morale a des horaires flexibles, et où la seule vérité, c'est que plus personne ne sait ce qu'elle est. Le jeu d'acteur, réinvention et figure trouble. Ce qui saute aux yeux dans Adieu, ma belle, c'est pas juste la lumière ou le décor. C'est la gueule des personnages. Pas seulement leur tronche, hein? Leur présence. Ce qu'ils balancent rien qu'en se tenant debout dans un cadre. Et pour ça, faut bien commencer par Dick Powell. Oui, le Dick Powell. Le gars qui passait son temps à chanter des ritournelles dans les comédies musicales à la Warner. Le gendre parfait, brushing nickel et sourire Colgate. Et là, bim, on le balance dans le rôle de Marlowe, le privé fatigué, ironique, mal rasé, qui mange des coups comme d'autres mangent des cacahuètes. Tu parles d'un virage, et au départ, tout le monde trouve ça débile. Même Dimitri, le réal, il a des doutes. Mais Powell y croit. Il veut ce rôle, comme un type qui joue sa peau. Il baisse la voix, il casse ses gestes de crooner. Il se fout dans la peau du détective avec une urgence qu'on peut pas tricher. Et tu sais quoi? Il bluffe tout le monde, parce que son Marlowe, il est pas invincible. Il est humain. Il prend des coups, il saigne, il titube, mais il tient debout. À force de sarcasme et de persévérance, c'est ça qui fait qu'on y croit. Et puis en face, t'as Claire Trevor, Helen Grail, alias Velma Valento, une femme fatale comme on les fabrique plus, belle, trouble, venimeuse, mais jamais caricaturale. Elle est la tentation incarnée, le piège en talons. Et Trevor, elle le joue à fond, tout en finesse. Pas juste une garce de série B, non, une femme compliquée, blessée, redoutable. Ce rôle-là, il relance sa carrière. Et derrière, elle ira jusqu'à l'Oscar avec Key Largo. Ensuite, il y a Mike Mazurki, le colosse, Moose Malloy, l'ancien catcheur qu'on aurait pu cantonner au rôle de brute. Mais ici, il devient tragique, une montagne perdue dans ses souvenirs. Un gars qui cogne parce qu'il sait plus comment parler,
Anecdote rigolote, Powell jouait parfois dans une tranchée creusée dans le décor, juste pour que Mazurki paraisse encore plus énorme à l'écran. Résultat, Moose, c'est pas juste un costaud, c'est un fantôme avec des poings et une obsession, Velma. Et pour finir, Anne Shirley, Anne Grail, le seul petit coin de lumière dans ce fatras d'ombre. Douce, sincère, presque trop propre pour ce monde pourri. Elle joue juste sans forcer. Elle donne un peu d'air à Marlowe, une porte de sortie. Et c'est son dernier rôle. Après le film, elle raccroche. Elle épouse le producteur Adrian Scott et file mener une vie tranquille. Une sortie élégante comme un dernier rideau tiré doucement. Alors voilà, un crooner reconverti en privé. Une actrice qui explose en femme fatale. Un géant qui joue à l'enfant perdu. Et une étoile qui s'éteint dans la douceur. Ce casting, c'est un coup de poker. Et à l'écran, ça fonctionne parce que chacun joue contre son image. Et ça, mon pote, c'est pas juste du bon casting, c'est de la réinvention, du vrai cinéma. Le scénario, adaptation, censure et ruse de narration. Adapter Raymond Chandler, c'est pas de la promenade du dimanche. C'est comme vouloir dresser un orage à la laisse. Son roman, Farewell, My Lovely, c'est pas une enquête bien rangée avec début, milieu, fin. Non, c'est un foutu dédale. Des personnages troubles à l'appel, des fausses pistes, des révélations qui se contredisent. Bref, un labyrinthe. Et là-dedans, t'as John Paxton, le scénariste du film, qui décide de pas faire le ménage à fond. Il garde le foutoir, mais il serre les boulons juste assez pour que ça tienne à l'écran. Dans le bouquin comme dans le film, il y a deux affaires. Moose qui cherche Velma et Marriott avec son histoire de collier de jade. Dans le roman, ces intrigues ont l'air de faire leur vie, chacune de leur côté. Mais au fil des pages, Chandler les fait se rejoindre dans une espèce de toile tordue. Le film, lui, resserre les liens, coupe les virages trop larges et t'offre un nœud bien dense. C'est malin, c'est efficace et surtout, ça tient en 95 minutes. Et puis, il y a ce choix de mise en scène brillant, Marlowe, dans le noir, les yeux bandés, qui raconte son histoire aux flics. Ce flashback-là, c'est pas dans le roman. C'est une idée de Demitrick et du producteur Adrian Scott. Et c'est ce qui donne au film sa voix intérieure, son ton désabusé. Parce qu'on comprend direct un truc. Ce qu'on voit, c'est pas la vérité. C'est sa vérité. Altérée par les coups, la dope, le doute. Et ça, c'est 100% film noir. Mais fallait aussi se coltiner le code Hays, cette vieille censure hollywoodienne qui te coupe les ailes à coups de ciseaux. La drogue, tabou. La prostitution, on n'en parle pas. La corruption flicarde, faut suggérer. L'homosexualité, même pas en rêve. Du coup, Paxton doit jouer serré. Marriott, dans le roman, a une ambiguïté sexuelle bien marquée. Dans le film, il devient juste un mondain maniéré. On insinue, on n'appuie pas. Le sanatorium glauque, transformé en clinique chic pour les dépressifs de la haute. Quant aux tensions raciales, évaporées. Trop risqué à l'époque. Et pourtant, paradoxalement, ça rend le film encore plus vénéneux. Parce qu'au lieu de tout montrer, on suggère. Et ce qu'on ne voit pas parfois, c'est ce qui fout le plus le frisson. La musique s'arrête, le silence pèse. Et tu sais que la merde est là, juste hors champ. Et puis, il y a la fin. Dans le roman, Marlowe finit seul, désabusé. Un type qui regarde le monde s'écrouler avec un verre à la main. Le film, lui, doit coller au code Hays. Donc on te sert une fin plus lumineuse, avec Anne Grail, comme une éclaircie dans le brouillard. Certains crient à la trahison, mais faut voir plus loin. Sans cette fin, le film passait pas la rampe, il aurait peut-être jamais vu le jour, et franchement, ne pas avoir adieu, ma belle dans les archives, ça aurait été un sacré gâchis. L'image, clair-obscur, reflet et vertige de perception. S'il y a bien un truc qui te saute à la rétine dans Adieu, ma belle, c'est la lumière. Enfin, la lumière, ou plutôt l'ombre. Parce que là, le noir, c'est pas juste un décor,
c'est un personnage à part entière. Harry J. Wilde, le chef-op, il signe une photo qui t'en met plein les mirettes. Du clair-obscur comme on n'en fait plus. Tranché, violent, presque coupant. T'as des silhouettes qui surgissent des ténèbres, des visages à moitié avalés par la pénombre, des reflets qui piègent l'œil comme des miroirs déformants. Le noir devient matière, presque vivant. Tu vois cette scène-là, où Moose Malloy débarque dans le bureau de Marlowe? Il apparaît en reflet dans la vitre, éclairé par un néon qui clignote. On dirait un spectre, une menace qui plane, massive, silencieuse. D'emblée, tu sais que tu viens pas voir une comédie musicale. Et ça, c'est le ton du film. Dmytryk et Wilde jouent pas juste avec la lumière, ils t'installent dans l'instabilité. Caméra penchée, angle bizarre, décor tordu, t'as jamais les deux pieds dans le même plancher. T'as toujours l'impression que le sol peut lâcher sous Marlowe et sous toi. Et alors là, clou du spectacle. La séquence où Marlowe est drogué. Le gars plonge dans un cauchemar visuel. Gros plan déformé, surimpression, flou. On est carrément dans l'expressionnisme, du cinéma de la tête, de l'angoisse filmée à vif. C'est osé pour l'époque, surtout à Hollywood. Et ça fonctionne à merveille. Un autre moment brillant? Anne Grell dans la pénombre. Son visage, à moitié noyé dans l'ombre, semble presque inquiétant. Et puis elle se penche vers la lumière. Et là, douceur, innocence, tout revient. Juste avec un changement d'éclairage, une leçon de mise en scène. Dans ce monde-là, la lumière ment autant que les gens. Et c'est là tout le génie de l'image dans ce film. Les reflets ne disent pas la vérité. Les ombres avalent les intentions. Et chaque plan est un piège tendu au spectateur. Après ce film, t'as plus jamais regardé un miroir pareil. Et dans le monde du noir, c'est devenu la règle. Pas un film du genre qui n'ait pas piqué 2-3 tours à adieu, ma belle. Parce qu'ici, l'image, c'est pas de la déco. C'est le terrain de jeu du mensonge. La musique. Atmosphère feutrée et tension larvée. Quand on parle de adieu, ma belle, on cause souvent de l'image, des ombres, des reflets. Mais il y a un truc qu'on oublie trop souvent. La musique. Et pourtant, elle est là, tapie dans l'ombre, comme un souffle qu'on n'entend pas, mais qu'on sent. La bande-son, c'est Roy Webb qui s'y colle. Un artisan du son, pas un flamboyant. Pas le genre à te balancer une fanfare dans les oreilles ou un thème que t'as envie de siffler sous la douche. Non. Lui, il fait dans le discret, le tendu, l'étouffé. Sa musique, elle colle au film comme une sueur froide. Elle est là, planquée derrière les dialogues, glissée dans les silences, jamais en train de dire « regarde-moi », toujours à te dire « attention ». Dans les scènes d'enquête, elle se fait oublier. Presque rien. Tu entends les pas, les portes, les souffles. Et la musique, elle murmure derrière tout ça. Et puis dans les moments d'angoisse, là, elle remonte doucement. Des cordes basses qui rampent, quelques notes qui grincent, un truc qui te serre le bide, sans que tu saches pourquoi. Tu veux un exemple? La scène du sanatorium. Marlowe est drogué, il bascule dans un délire visuel. Eh ben Webb, il sort pas les trompettes. Il glisse des dissonances, des frottements, des frissons. Ça monte, mais ça explose jamais. T'es juste mal à l'aise. Et ça, c'est du grand art. Et puis, surtout, Webb a compris un truc que beaucoup de compositeurs oublient. Le silence, parfois, fait plus de bruit que n'importe quel orchestre. Quand Marlowe se réveille, paumé. Quand une vérité tombe. Quand un regard suffit à dire que tout est foutu, il laisse le vide. Un vide qui résonne, qui oppresse. La musique d'adieu, ma belle, c'est pas là pour faire joli. Elle est là pour faire douter, pour faire suer, pour faire taire. Elle s'efface pour mieux te prendre à la gorge. Et c'est là que tu te rends compte que le vrai son du film noir, c'est pas une trompette ou un piano. C'est un souffle, c'est un frisson. C'est ce truc qui flotte entre deux répliques et qui te dit que le pire est juste derrière la porte. Le contexte historique.
Hollywood sous tension et naissance du noir. Pour bien piger ce que représente Adieu, ma belle, faut remonter à 1944. L'Amérique est en guerre. Les studios tournent à plein régime. Mais dans les couloirs, c'est pas les paillettes. Il y a des restrictions, des quotas et surtout, une envie de faire oublier la trouille. Alors, Hollywood balance des comédies musicales, des films patriotiques, des héros tout propres qui sauvent la veuve et le drapeau. Et puis, au milieu de tout ça, un truc surgit, plus sombre, plus tordu, plus humain. Ce sera bientôt le film noir. Murder, My Sweet. Il sort pas d'un grand studio blindé. C'est la RKO qui s'y colle. Un studio à la santé fragile, endetté jusqu'au cou loin des géants comme la MGM. Et c'est justement cette fragilité qui pousse à l'audace. Il mise sur un roman de Chandler payé 3 clous et il confie le bébé à un jeune réalisateur, Edward Dmytryk, avec un producteur tout aussi vert, Adrian Scott. Bref, un pari, pas une superproduction. Et puis il y a le code Hays, la grande règle de censure d'Hollywood. Pas le droit de montrer la drogue, la prostitution, la violence crue, l'homosexualité, les flics pourris. Autant dire qu'adapter Chandler, c'est du trapèze sans filet. Alors on suggère, on masque, on détourne. Et c'est là que le style se forge. Au lieu de tout balancer, on insinue. L'ombre remplace les dialogues, le non-dit devient plus fort que l'aveu. Une écriture du soupçon. Et ça, c'est la signature du film noir. À ce moment-là, le polar est en train de changer. Fini le détective bien rasé, à la morale droite comme un i. Place au mec cabossé, fatigué, qui cherche plus à sauver le monde, mais juste à survivre à la semaine. Adieu ma belle, c'est un film de transition. Pas encore le noir pur jus qu'on verra ensuite, mais déjà tout ce qui va suivre est là. Les femmes fatales, les regards en coin, les villes comme des pièges, et ce malaise qui flotte dans l'air comme une odeur de poudre froide. Et Chandler, dans tout ça, il apporte son Amérique à lui, celle qui sue, qui triche, qui pue le vice. Une Amérique qui a mis son costard mais qui a gardé les mains sales. Et la RKO, au lieu de faire une série B de plus, mise sur cette noirceur-là. Et ça prend. Parce que même si t'étais assis dans un fauteuil capitonné de cinéma, t'en avais marre des contes de fées. Tu voulais du vrai, du brut. Et adieu ma belle, c'est exactement ça. Un film né dans la contrainte, grandi dans le doute, et qui raconte ce que beaucoup ressentaient sans pouvoir le formuler. Pas des héros en cape, juste des hommes qui essayent de rester debout dans un monde qui glisse. Comparaison avec d'autres films noirs contemporains, Frères d'ombre et éclats de rupture. Pour bien situer Adieu, ma belle, faut le mettre côte à côte avec ses cousins de l'époque. Parce qu'en 1944, le film noir, c'est pas encore un genre défini. C'est un climat, une ambiance, une brume qui s'infiltre dans plusieurs films, chacun avec son parfum. Et celui de Dmytryk, il a sa place bien à lui. À la fois dans la bande et à part. Prenons Double Indemnity, Assurance sur la mort en français, sorti la même année. Wilder à la barre, McMurray, Stanwyck, un triangle toxique, une histoire de meurtre sous le soleil californien. Là, c'est l'érotisme qui mène la danse, le désir qui précipite la chute. Tout est clair, net, tendu comme un câble. Un crime, un couple, une fin programmée. Adieu, ma belle. Lui, c'est pas le feu, c'est le brouillard. Pas une trajectoire, mais un labyrinthe. Pas de passion brûlante, mais des regards troubles, des intentions floues, des masques. 3 ans plus tôt, t'avais Le Faucon maltais de John Huston. Bogart en Sam Spade, une enquête au cordeau, presque théâtrale. Un objet mystique, le fameux faucon, comme centre de gravité. Là, c'est le polar propre, structuré. Une énigme. Dmytryk, lui, il choisit le flou artistique. Pas de totem à chercher, mais une vérité à démêler entre mensonges. Où est le vrai? Où est le faux? Personne ne sait. Et puis t'as Laura d'Otto Preminger, un autre polar de 1944.
plus élégant, plus chic. Un flic qui tombe amoureux d'une femme morte, enfin, qu'il croit morte. Là, on est dans les beaux salons, les dialogues ciselés, le raffinement. Murder, My Sweet, c'est l'opposé. Des rues poisseuses, des baffes, du sang séché sur le trench. Là où Preminger filme la décadence polie, Dmytryk filme l'illusion qui éclate. Et enfin, The Big Sleep, 2 ans plus tard. Hawks aux manettes, Bogart et Bacall qui se regardent comme 2 lames de rasoir. Là aussi, on adapte Chandler, mais c'est plus glamour, plus speed, presque joyeusement confus. Marlowe, version Bogart. Il a la réplique qui tue, le sourire en coin, la clope toujours prête. Powell, lui, il est plus fatigué, plus vulnérable, plus réaliste. C'est pas un mythe, c'est un mec. Bref, adieu, ma belle fait bande à part. Il pioche dans les codes, mais il garde sa propre voix. Ni tout à fait chic comme Laura, ni aussi huilé que le Faucon maltais, ni aussi fatal que Double Indemnity, ni aussi charmeur que The Big Sleep. C'est un polar d'ambiance malade, un cauchemar éveillé où chaque personnage est un leurre, chaque ruelle une impasse. Et c'est justement pour ça qu'il est si précieux, parce qu'il te perd pour mieux te garder. Réception critique, de l'étonnement poli à la canonisation rétroactive. À sa sortie en 1944, Murder, My Sweet n'a pas déclenché de raz-de-marée, pas de scandale, pas de standing ovation, pas non plus de bide monumental. Non, juste un murmure, un hochement de tête. Le New York Times parle d'un mélodrame dur très respectable, pas très rock'n'roll, hein? Mais bon, c'est déjà pas mal, surtout pour un film qu'on classait au départ dans la catégorie série B. Et puis le public, lui, il découvre un autre Dick Powell. Ceux qui s'attendaient à voir le crooner leur fredonner une bluette sous la pluie. Ils se retrouvent avec un privé cabossé, ironique, crédible. Et ça, mine de rien, ça surprend. Powell gagne son pari. Il casse son image de chanteur à minette et devient un acteur qu'on prend au sérieux. Le film ne fait pas un carton tout de suite, mais il s'installe, discrètement. Et c'est avec le temps que la vraie reconnaissance arrive. Quand dans les années 50-60, les critiques commencent à définir le film noir comme un genre à part entière, ils se penchent sur Murder, My Sweet, et se disent « Ah ouais, celui-là, il cochait déjà toutes les cases. » Et là, le film commence à grimper dans les classements. Il devient un jalon, un point de repère. Il revient dans toutes les rétrospectives, dans les anthologies, dans les bouquins de cinéphiles à lunettes. Aujourd'hui, 94% sur Rotten Tomatoes, 7,6 sur IMDb. Et certains trouvent même ça trop bas. Il est souvent cité comme l'une des meilleures adaptations de Chandler et comme l'un des films fondateurs du genre noir au cinéma. Et faut pas oublier qu'en 1946, il avait déjà raflé plusieurs Edgar Awards, meilleur film, meilleur scénario. Preuve que son impact, même discret, n'est jamais passé totalement inaperçu. Alors non, adieu ma belle. C'est pas un film qui a brillé d'entrée. C'est un film qui a pris le temps de hanter les mémoires, le temps de s'imposer. Et parfois, c'est ceux-là les plus solides. Interviews et anecdotes de tournage, réinvention en coulisses. Faut pas croire, adieu ma belle, c'est pas un film sorti tout armé de la tête d'un producteur génial. C'est pas une machine huilée, calibrée, testée. Non, c'est un projet fragile, presque bancal. Et c'est justement ça qui le rend intéressant. Chaque personne sur ce tournage avait quelque chose à prouver. Et ça se sent dans chaque plan. Dick Powell, pari risqué, pari gagné. Powell, à l'époque, c'était le roi du couplet sucré. Des comédies musicales, des paillettes, des sourires ultra brites. Et lui, ce rôle de Marlowe, il le voulait. Il avait même auditionné pour Double Indemnity, recal direct. Alors quand RKO annonce l'adaptation de Chandler, il fonce. Il passe un screen test qui fait taire les sceptiques. Même à la RKO, ça coinçait. Un crooner en Marlowe, ils avaient du mal à y croire. Mais Powell leur cloue le bec au screen test. Et le résultat, tu le connais.
Powell casse son image à coups de regards fatigués et de répliques sèches. Il devient crédible, il devient Marlowe. Et tout Hollywood revoit sa copie. Claire Trevor, renaissance d'une carrière. Claire Trevor, c'était pas une inconnue, mais elle tournait un peu en rond. Des seconds rôles, souvent dans des westerns. Et là, elle claque la porte du passé avec Velma Valento. Glaciale, venimeuse, magnétique, elle impose une femme fatale qui te reste dans la gorge. Ce rôle-là, il change tout pour elle. 4 ans plus tard, elle chope l'Oscar pour Kay Largo. Mais c'est ici que la mèche s'allume. Mike Mazurki, le colosse tragique Mazurki, c'est l'ancien lutteur qu'on appelait pour casser des portes. Et là, Demetrik lui donne un rôle avec une âme. Moose Malloy, c'est pas juste un gros bras. C'est un type perdu, obsédé, presque touchant. Tellement massif que Powell devait jouer dans des tranchées creusées exprès sur le plateau, pour pas paraître ridicule à côté. Un géant, oui, mais avec des yeux d'enfant brisés. Anne Shirley, un dernier rôle. Et puis, il y a Anne Shirley. Anne Grail, la douceur dans tout ce cirque. Elle joue juste, tout en retenue. Et puis, elle raccroche. Après ce film, elle quitte le cinéma. Elle épouse Adrian Scott, le producteur, et s'en va vivre une vie loin des projecteurs. Une sortie comme en fondu au noir. Ce film, c'est pas juste un polar bien fichu, c'est un carrefour. Powell qui joue son avenir, Trevor qui redémarre, Mazurki qui s'humanise, Shirley qui s'efface. Devant la caméra, chacun joue un rôle. Mais derrière, chacun joue sa peau. Et ça donne une énergie qu'on peut pas tricher. Analyse de scène clé du film. Noir, c'est noir. Y a pas que de l'espoir à Dieu, ma belle. C'est pas un film que tu résumes avec un « il se passe ci, il se passe ça ». Ce qui te reste en tête, longtemps après le générique, ce sont des instants suspendus, des moments où tout s'aligne, lumière, mise en scène, regard, silence. Et là tu te dis « Ah, voilà du cinéma ». Ouverture, Marlowe dans le noir. Le film commence dans une salle d'interrogatoire. Lumière crue. Marlowe, déboussolé, raconte en flashback. On voit à peine, on comprend à peine. On est dans sa tête. C'est une trouvaille simple et diablement efficace. Tout est là. Tu vas entendre une histoire, mais t'auras jamais toute la lumière. T'auras un récit de l'ombre, un puzzle incomplet raconté par un type qui n'est sûr de rien. La séquence du sanatorium. Là, on entre dans l'histoire du cinéma. Marlowe est drogué. Il part dans un trip visuel que Hollywood n'osait pas encore faire à l'époque. Surimpression, visage déformé, couloir qui tourne. T'as pas juste un effet, t'as un état mental filmé. Une plongée dans la tête d'un homme qui perd pied. C'est osé. C'est brillant. Et c'est toujours bluffant, 80 ans après. La révélation d'Helen Grail. Quand Claire Trevor laisse tomber le masque, ça te cloue sur place. D'un coup, elle passe de mystérieuse à dangereuse. Et Demetrik, il en rajoute pas. Pas besoin de gros plans dramatiques ou de musique tonitruante. Juste un regard, un ton de voix. Et tout bascule. Tu réalises que t'as été baladé depuis le début. Et t'aimes ça. Jeu de reflets. Tout au long du film, les miroirs et les vitres deviennent des pièges. Marlowe croit voir la vérité, mais c'est un reflet. Et toi aussi, tu doutes. Ce que tu vois est-il vrai? Ou est-ce encore un jeu d'apparence? La mise en scène te fait sentir comme Marlowe, constamment trompé. Et c'est ça le style. La conclusion, une lueur dans le noir. La fin est plus lumineuse que chez Chandler. Contrainte du code Hayes, sans doute, mais aussi choix de mise en scène. Demetrik filme ça avec une pudeur presque élégante. Et au final, ce film, c'est pas qu'une enquête. C'est une galerie de visions. Des plans qui te hantent. Des scènes où tu sens le poids du doute, du mensonge, de la fatigue morale. Demetrik transforme chaque contrainte en idée. Et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Parce que certaines scènes, elles restent et elles ne te lâchent plus. Détails de production et innovation technique. Quand le manque devient style, on l'oublie souvent. Mais adieu ma belle, c'est pas un film né dans les dorures.
c'est pas un blockbuster avant l'heure. C'est un film de bricoleur, monté avec 3 bouts de ficelle et beaucoup de sueur. La RKO, au début des années 40, c'est pas la fête du slip. Le studio tire la langue, les caisses sont à sec. Ils achètent les droits pour une bouchée de pain, quelques milliers de dollars tout au plus. Et ils confient le bébé à Dmytryk, pas encore une pointure, et Adrian Scott, tout juste promu producteur. Autant dire, pas de grands moyens, pas de grands noms. Une série B ambitieuse tout au plus. Mais justement, c'est ce manque de moyens qui va forcer l'inventivité, et c'est là que la magie opère. Des idées pour compenser le budget Dmytryk sait qu'il ne pourra pas jouer la carte du spectaculaire. Alors, il fait avec ce qu'il a. Exemple, pour faire paraître Moose Malloy encore plus massif à l'écran, ils font marcher Powell dans des tranchées creusées directement dans le décor. Pas besoin d'effets spéciaux, juste un peu de terre et beaucoup d'astuces. Une esthétique née des contraintes Harry J. Wild, le chef op. Il n'a pas de gros projecteurs à sa disposition. Alors, il bosse avec les lumières du décor. Lampes de bureau, néons clignotants, reflets de vitrine. Résultat, une lumière plus crue, plus contrastée. Et c'est ça qui crée le fameux clair-obscur du film noir. Pas un choix de luxe, une nécessité qui devient un style. Le montage comme langage Dmytryk pense aussi son film au montage. Il veut que le spectateur se sente paumé, désorienté. Comme Marlowe, alors il coupe sec, il ellipse, il retarde les infos, pas de gras, pas de répit. Le film progresse par fragments, comme une mémoire trouée. C'est pas un défaut, c'est une stratégie. Une série B devenue prototype. En résumé, ce qui devait être un polar modeste devient un laboratoire d'idées. Une contrainte budgétaire transformée en moteur créatif. Et le plus fort dans tout ça, c'est que ces choix, éclairage, montage, ambiance, vont devenir les codes du film noir. La RKO pensait faire un film rentable. Ils ont, sans le savoir, posé les fondations d'un genre entier. Comme quoi, avec un peu de manque et beaucoup d'envie, on peut bâtir de l'histoire. Impact sur le genre et influence sur le cinéma moderne. Le détective aux racines du noir. Tu sais, il y a des films qui suivent à la vague, et puis il y a ceux qui la déclenchent sans faire exprès. Adieu ma belle, c'est clairement dans la deuxième catégorie. En 1944, personne parlait encore de film noir comme d'un genre officiel. C'était pas un label, c'était juste une ambiance qui commençait à suinter dans quelques films. Mais quand tu regardes Murder, My Sweet aujourd'hui, tu te rends compte qu'il a déjà tout planté. Les codes visuels, les figures, l'ambiguïté morale, tout est là. Le modèle Marlowe. Avec Dick Powell, le détective privé change de gueule. On est loin du héros invincible, propre sur lui. Marlowe, il doute. Il prend des coups. Il a les poches vides et la voix rauque. Mais il lâche rien. Et ça va devenir un archétype. Powell ouvre la voie à toute une galerie de détectives fatigués. Bogart, Mitchum, Elliot Gould. Et plus tard, dans le néo-noir, tu retrouves ce type de personnage partout. Pas un justicier, un survivant, une esthétique contagieuse. L'image, elle aussi, va faire école. Ce clair-obscur tranché, ces décors tordus, ces reflets douteux. Après adieu, ma belle. Impossible de faire du film noir sans reprendre au moins une ou deux de ses ficelles. Des années 40 à aujourd'hui, c'est devenu un vocabulaire visuel. Hérité directement d'un film qui, à la base, avait pas un rond. Influence sur le néo-noir. Et quand le noir ressuscite dans les années 70, avec des films comme Chinatown, L'ombre de Adieu, ma belle est toujours là. Le détective qui patauge dans la boue morale, le monde où tout le monde ment, la vérité qui se mérite ou qui détruit. Même des cinéastes comme Scorsese ou Fincher, quand ils filment le doute, le soupçon, la lumière trouble, ils sont pas loin de Chandler et de Dmytryk. La trace dans les adaptations ultérieures. Quand Robert Mitchum reprend Marlowe en 1975 dans Farewell, My Lovely, il apporte sa patte, plus crépusculaire, plus lasse.
Mais le spectre du film de 44 plane encore. Impossible de l'ignorer. C'est une référence, une borne. Même aujourd'hui, dès qu'on adapte Chandler, on a Murder, My Sweet dans le rétro. En fait, ce film, il n'a pas juste raconté une histoire. Il a défini une manière de les raconter. Il a dit « Le polar, c'est pas juste des indices, c'est un climat, une descente dans le doute, une balade avec un type qui sait qu'il va se faire avoir, mais qui y va quand même. » Et ça, c'est pas passé de mode, c'est devenu un repère. Et cette empreinte, elle dépasse même le film noir pur jus. Tu la retrouves dans les comics, dans les séries policières modernes, dans des parodies mordantes ou des hommages cinéphiles. Regarde Who Framed Roger Rabbit. L'archétype du privé à la Marlowe y est poussé jusqu'à la caricature. Ou The Big Lebowski, où le détective est devenu glandeur, mais l'ambiance, les faux semblants, les femmes fatales, tout y est. Même dans les jeux vidéo ou les clips, ce langage visuel, le trench, le bureau sombre, le monologue intérieur, c'est devenu un code universel. Et ce code-là, il prend racine ici, dans l'ombre d'un film de 1944, qui ne savait pas encore qu'il allait tout déclencher. Héritage culturel, et ce que le film dit encore aujourd'hui, le noir dans le rétro, la lumière dans l'angle mort. Adieu, ma belle, c'est pas un vieux film qu'on ressort une fois l'an pour faire genre « je connais mes classiques ». Non, c'est un film qui vit encore, qui palpite sous la pellicule, qui revient décennie après décennie avec un goût différent selon l'époque où tu le regardes. Parce que ce qu'il raconte, c'est pas juste une enquête tordue ou une histoire d'amour toxique. C'est un monde où les apparences mentent, où chacun joue un rôle, où la vérité se planque derrière des masques. Et ça, tu me diras si c'est pas toujours d'actualité. Sur le plan culturel, il a posé des figures devenues mythiques. Le privé en impair froissé, toujours à deux doigts de l'abandon. La femme fatale au regard qui brûle. Le colosse au cœur brisé. La ville qui ressemble à un labyrinthe moral. Ces archétypes, on les a repris, copiés, parodiés. Mais ici, dans Murder, My Sweet, ils sonnent vrais. Parce qu'ils sont portés par des acteurs qui y croient dur comme fer. Et au-delà des figures, il y a le fond. Ce film parle de confiance trahie, de vérité insaisissable, d'un monde où plus rien n'est simple ni clair. Et là, franchement, t'as vu l'époque, t'as vu les écrans, les masques sociaux, les demi-vérités servies à longueur de journée. Adieu, ma belle, il résonne encore, parce qu'il parle de cette fatigue morale, ce besoin de savoir à qui on peut se fier. Et souvent, la réponse c'est à personne. Et puis, il y a Marlowe. C'est pas un héros, c'est pas un mec qui sauve la veuve, l'orphelin et la morale. C'est juste un type qui se prend des coups, qui doute, mais qui continue à chercher. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus moderne dans ce film. Pas la noirceur, pas la femme fatale, pas les jeux d'ombre. Non, c'est l'idée que même paumé, même fatigué, tu peux continuer à avancer. En un mot, adieu ma belle, c'est pas un monument figé dans le formol, c'est un miroir. Et parfois, quand tu regardes dedans, tu vois plus que du cinéma, tu vois toi. Conclusion personnelle, un film noir qui voit clair, il y a des films que tu respectes, comme une statue. T'admires la forme, tu reconnais la technique, mais tu restes à distance. Et puis, il y a ceux qui s'accrochent à toi, qui te collent au basque des années après, qui murmurent à l'oreille quand tu crois les avoir oubliés. Adieu ma belle, c'est de cette trempe-là, pas le plus clinquant du genre, pas celui qu'on cite en premier dans les top 10. Mais il a une chose que d'autres n'ont pas, l'équilibre, entre le mystère et le malaise, entre l'enquête et la dérive. Dmitrik ne filme pas juste une histoire de bijoux volés ou de chanteuses disparues. Il filme un monde qui glisse, un sol qui se dérobe sous les pieds, un héros qui ne croit plus aux grandes causes, mais qui s'accroche malgré tout. Powell en Marlowe, c'est pas une icône. C'est un type. Un mec qui fume trop, qui dort mal, qui prend des coups dans la gueule et qui continue à poser des questions. Parce que c'est tout ce qui lui reste.
Revoir ce film, c'est replonger dans un univers où chaque reflet peut mentir, où la lumière est parfois plus traîtresse que l'ombre, où un sourire peut cacher une lame. Et malgré les contraintes, malgré la censure, malgré les concessions obligées, il garde une vérité brute, celle d'un monde bancal, et de ceux qui, malgré tout, refusent de tomber avec. Alors oui, je te le recommande. Mais pas si tu cherches de l'action non-stop ou des punchlines toutes les 2 minutes. Pas si tu veux du héros qui sauve tout le monde à la fin. Non. Je le recommande à ceux qui savent apprécier les silences, les regards en coin, les zones grises, ceux qui aiment les films qui s'infiltrent doucement. Parce que Adieu ma belle, c'est pas un film qui t'attrape par le col. C'est un film qui te glisse dans la tête et qui refuse d'en sortir. Bon, si t'es encore là, c'est que t'as suivi l'affaire jusqu'au bout. Alors fais pas le timide. Tu peux partager cet épisode à ceux qui aiment les films, qui sentent la pluie, le tabac froid et les vérités qui coincent. Abonne-toi, mets un petit cœur, une étoile, un like, ce que tu veux. Ça fait toujours plaisir, même à un vieux privé comme moi. Et surtout, sois là vendredi prochain, même heure, même ambiance. Le prochain épisode, ce sera dans Chronique Noire. Et là, on parlera bouquin. Je pourrais te dire ce qu'on va décortiquer. Mais non, un peu de suspense, ça fait pas de mal. Disons juste que ça va sentir la poudre, les faux semblants et les lignes qui se brouillent. À vendredi.